Edward Young est mort en 2007, bien jeune. Il laisse derrière lui 7 longs métrages, un segment de film à sketch, un projet de film d'animation. Il nous a également offert nombre de dessins et un site internet à vocation artistique, une idée avant-gardiste qui lui aura été trop coûteuse. Il a été remarqué de son temps, mais connu aussi de nombreux échecs. Ses absences de succès au box-office de l'époque, tout le monde s'accorde à dire que ce sont maintenant des pièces maîtresses du cinéma mondial, des trésors. Il y a une raison bien particulière, concernant le cas Edward Young, à cette reconnaissance tardive. Ses œuvres sont d'une infinie complexité. Wu Shaoxian dit même plus que ses propres films. Et il aura fallu 20 ans aux cinéphiles du monde pour les encaisser, les digérer et s'y retrouver. Is ever letting all the love come through? My love, see. 大家好，Hello，你好，谢谢。哪里在客气？这环境不错哎。哎，这里闹中取静，对，在这里蛮久。问题哦，听说你不是学电影的，对，那就是不务正业喽。对，以前是学什么的？我以前学电机。电机啊？对。电机除了就是拍电影的时候，就是电路，电线短路以外，还管什么用？其他不管什么用。就真的为什么会拍起电影来？兴趣，完全是兴趣。然后小时候喜欢看电影、看漫画、搞漫画，所以到后来长大了，觉得应该做点自己喜欢做的事，所以试试看。真正一个拍电影的机缘是什么时候？1980年底，1981年初，对，那个时候那时候学电影的时候，一个好朋友拍他第一部戏，找我帮忙，弄剧本这些，后来就回来做这个事，结果做完了以后，然后就其他的机会，就慢慢就走过来，然后拍了台视的一个节目，然后就中影那时候拍《光阴的故事》，找我拍一段，然后就慢慢一直拍下来，就变成做电影了。Ces fresques taïwanaises sont le fruit d'un homme orchestre qui touche aussi bien au sujet de la philosophie, à ceux de l'urbanisme, qu'à la composition musicale. Surtout, Edward Young a travaillé de nombreuses années en ingénierie informatique, ce qui lui aura apporté une façon de structurer sa pensée en plusieurs couches et avec de nombreux chemins. Comme bien d'autres cinéastes chinois, Edward Young s'attache à faire le portrait d'une société Han, dans toutes ses dimensions. Mais son parcours dans le monde des affaires en Occident est unique. Qui alors, mieux que lui, pouvait décrire la société taïwanaise en plein essor, passant brutalement de la ruralité à la mondialisation financière, de l'autoritarisme de Chiang Kai-shek à la vacuité déprimante d'un capitalisme effréné. Edward Young est né au bon moment, a vécu au bon moment, pour être le témoin d'un phénomène sociétal rarement vu avec autant de frénésie. Mais son regard était trop aiguisé, il était à l'avant de son monde. La nouvelle vague française est une institution chez les cinéphiles, si bien que l'on qualifie de nouvelle vague tout phénomène cinématographique ayant lieu dans un pays. Il s'agit en réalité, dans la majeure partie des cas, d'un renouvellement générationnel, marqué par une rupture avec le passé. Edward fait partie de cette nouvelle bande de cinéastes à Taïwan, aux côtés de Wu Shaoxian, Wu Nianzhen, Shen Kuofu et Shen Kunwu. La place qu'occupe Yang est plus singulière, car bien que le premier et le dernier à acquérir tous les honneurs fut Wu Shaoxian, c'est chez Edward Young, dans sa propre demeure, que le courant s'est vivifié. C'est chez lui que ces cinéastes passaient les cassettes des films d'Oshima Nagisa, dans sa maison traditionnelle héritée du colonialisme japonais. C'est au sein de son habitat que des discussions artistiques endiablées eurent lieu. C'est aussi là-bas, pour l'anniversaire de ses 40 ans, que le manifeste de la nouvelle vague taïwanaise a été rédigé. Dans un bouillonnement créatif, prêt à s'orienter dans plusieurs directions, Edward Young faisait figure de boussole. Sur les 7 films que compose la filmographie d'Edward Young, 3 d'entre eux sont de longue durée, respectivement 4 heures et presque 3, pour A Brighter Summer Day, That Day on the Beach et Yi Yi. Fruit du hasard, ses œuvres forment le début, l'exact milieu et la fin de son œuvre, comme 3 points d'articulation séparés par 2 films, à la durée plus conventionnelle de moins de 2 heures. Dans ces 3 longs films, Young a les armes pour déployer sa pensée complexe et accoucher de films mondes, selon les termes de Jean-Michel Frodon, qui qualifie ainsi A Brighter Summer Day. Les œuvres de Young sont marquées par un relief narratif.
Les protagonistes évoluent dans un environnement à la fois large et circonscrit, soit à la dimension de la mégalopole taipéienne et au sein du cercle familial défini. Les personnages principaux sont en général plus nombreux que dans ce qu'on pourrait imaginer être une moyenne, permettant à Yang de faire s'interconnecter ses destins individuels dans le champ spatial. Chacun de ces films est également un point dans le temps, ne se déroulant pas sur une large période et aux contraintes formant une sphère sur l'instant qu'ils décrivent, contemporaine pour la plupart, ou dans le passé proche. L'amitié est quelque chose qu'Edward Yang explore peu en matière de sociabilité de ses personnages. En témoigne le petit Yang Yang, son plus jeune protagoniste écrit dans Yi Yi, son dernier film, qui n'est jamais montré en train de jouer ou d'évoluer côte à côte avec des copains d'école. Au contraire, les relations entre jeunes du même âge sont plutôt synonymes de rivalité et d'aigreur, comme c'est le cas des gangs de Brighter Summer Day. Edward Yang semble accorder plus d'importance aux rapports familiaux, filiaux ou maritaux. Dans That Day on the Beach, Taipei Story et The Terrorizers, ses 3 premiers films, ainsi que ses 3 plus cryptiques, le mariage est tout l'enjeu de l'intrigue, traversé de zones d'ombre et d'angoisse, telles que le suggère la traduction du titre The Terrorizers, les facteurs de terreur, toujours selon Jean-Michel Frodon. Dans les années 1980, Edward Yang était fiancé tour à tour aux actrices Sylvia Cheng et Tsai Shin, qui ont rayonné dans ses premières œuvres. Ces 2 histoires se sont terminées, et ce n'est que tardivement que Yang formera un foyer avec la musicienne Peng Kaili, qui lui donnera son seul enfant, un désir enfin exaucé. Yang a grandi dans une famille peu nombreuse, dans un cercle social restreint, sous le règne de la terreur blanche du Kuomintang, tel qu'il l'a peint dans Brighter Summer Day, ce qui contraste avec l'ouverture sur le monde de son parcours et de ses films. Son cinéaste modèle était Werner Herzog, qui a parcouru le monde en long, en large et en travers. Yang adhère pleinement au cinéma tel que la politique des auteurs le définit, en cherchant une réponse à ses émois intérieurs, tout en montrant l'étendue d'un vaste univers. Son enfance bridée, il l'a transcendée par le cinéma. A Brighter Summer Day, couplé à La Cité des douleurs de Wu Xiaoxian, inscrit la petite histoire dans la grande, car de leur vécu personnel, les 2 metteurs en scène ont ouvert un débat de société à l'orée des années 90. Malgré une structure familiale atypique, Yang conserve de sa culture chinoise un rapport avec la filiation des plus respectueux. Le point culminant à cet effet demeurera Yi Yi, dans lequel la famille des protagonistes principaux voit son fonctionnement documenté de la meilleure des manières. Et l'émotion est maximale, lorsque Ting Ting se sent coupable de ne pas avoir sorti les poubelles, obligeant ainsi sa grand-mère à tomber et mourir lentement des suites de sa chute. Derrière les individus de Yang, il y a quelque chose de plus vaste et macro. Dans les années 80, décennie dans laquelle Yang a débuté comme réalisateur, Taïwan a changé brusquement, s'est modernisé comme aucune autre société, et fera ainsi un précédent à ce que connaîtra la République populaire de Chine. Les nausées de Cora Miao à la fin de The Terrorizers ne sont-elles pas la manifestation de ce vertige qui illustre le rythme de vie et les chamboulements socio-économiques de cette ville, devenue sururbaine qu'est Taipei? Accolée aux vocations artistiques qu'on pourrait dire un projet d'accomplissement personnel, la modernité et les histoires d'argent qui vont de pair effacent toute trace de singularité. Un architecte de Taipei Story ne dit-il pas « Je suis incapable de distinguer les travaux que j'ai dessinés des autres » en contemplant de sa hauteur l'horizon parsemé de buildings. Dès lors, Yang utilise la photographie comme une trace, qui questionne le rapport à la modernité et aux individus. La virée en moto nocturne autour du palais de Chiang Kai-shek sonne comme une photographie immortelle, symbole de son temps, que tous les Taipéiens voyaient tous les jours, mais n'en mesuraient pas la portée politique de le diffuser. La composition photographique de l'Eurasienne de The Terrorizer porte l'idée jusqu'à la fétichisation de l'image, pour aboutir dans Yi Yi à une philosophie de haute volée de la part d'un garçon de 8 ans, photographiant les dos des gens pour leur montrer le seul point dans l'espace qu'ils ne peuvent pas voir eux-mêmes. La modernité se mue, dans les années 90, vers une sorte de farce. Arrivé à maturation, le changement des comportements pousse les personnages vers une agitation collective, qui frise le grotesque. En témoignent les crises de nerfs des personnages de Confucius chez Confucius. Dans Mahjong, le monde entier se retrouve à Taipei, comme pour ajouter de la confusion, prenant la forme ici d'une parodie de polar avec ses mafieux ridicules. Mais Yang déteste les tons unis, l'absence de contrepoint, et c'est pourquoi dans ces 2 films, les moins aimés,
les plus étranges de sa filmographie, demeurent de nombreuses questions existentielles. Quand le contexte politique et social contemporain de Taïwan n'est pas encore totalement au centre des premiers films de Wu Shaoxian, il s'agit du cœur de tout le cinéma d'Edward Yang. Il y observe la transformation aliénante et déshumanisée de Taïwan à travers la ville de Taipei. Taipei Story, réalisé en 1985, porte en toile de fond les mutations sociales et urbaines de la ville qui se révèlent à travers la séparation d'un couple. Tsai Shin cherche à s'inscrire dans cette modernité et nourrit de grandes ambitions, quand lui, interprété par Wu Shaoxian, reste figé dans ses habitudes et une certaine forme de tradition patriarcale. Edward Yang met en place un dispositif formel qui illustre la distance croissante au sein du couple, malgré la proximité physique. Et l'étend à une certaine idée de la solitude urbaine et intime quand le regard des personnages s'égare dans le paysage changeant de Taipei. Taipei Story est une œuvre à la croisée des chemins, tandis que The Terrorizer, réalisé en 1986, évoque les conséquences de ces transformations sur les individus. Le mal-être existentiel dissimule un égoïsme et une ambition très terre-à-terre, guidée par une quête de célébrité et reconnaissance. Une romancière use de son entourage pour nourrir sa fiction et délaisse son époux falot le succès venu. Un photographe bohème retourne à son milieu bourgeois à la première difficulté, et une jeune marginale s'enivre de larcin où elle séduit et détrousse des hommes riches. L'individualisme endosse tous les visages, genres et milieux sociaux. Les éléments qui amenaient encore une forme d'émotion dans Taipei Story soulignent désormais la déshumanisation des êtres dans les vecteurs et cadres, célébrant cette modernité comme la télévision, les centres commerciaux. Dans Confusion chez Confucius, qu'en 1994, la transformation n'est plus imminente ou en cours. Le questionnement des personnages ne repose plus sur l'acceptation ou le refus de cette modernité, mais plutôt de souscrire pleinement ou pas à son cynisme. C'est une œuvre qui adopte l'urgence du monde des affaires au centre du récit, qu'il tourne en ridicule par son outrance burlesque, et qui fait des personnages des pantins hystériques. On retrouve certaines situations des précédents films, mais désormais uniquement à l'aune de leur nature égocentrique et caractérielle, où toute interaction à l'autre repose sur ce que l'on pourrait en obtenir. Edward Yang semble là au dernier stade de son observation, par cette tonalité rigolarde et nihiliste. Mais Mahjong, en 1996, tout en reprenant cette frénésie urbaine et ses figures désabusées du côté des bas-fonds de Taipei, fait montre d'un optimisme inattendu. Le film sort non plus cette fois d'un point de vue des protagonistes occidentaux, où comme pour les locaux, Taipei exerce un attrait romanesque ou bassement pécuniaire selon la raison de leur présence. Une des premières scènes réunit tous les personnages dans le cadre d'un bar, et observe un monde qui ne se définit que par un rapport de force sous-jacent. Du groupe de petites frappes aux nouveaux riches occidentaux, toute une partie des personnages dominants navigue entre différents business plus ou moins légaux, qui visent à exploiter et manipuler leurs congénères. À l'opposé, la jeune française Marthe est venue poursuivre sa romance vouée à l'échec. La figure de l'étranger pose donc les deux versions de la logique qui agite cette jungle de Taipei, celle du dominant sans scrupules, à travers Marcus, et celle du dominé, avec Marthe, qui trouve dans les voyous ambitieux des bienfaiteurs intéressés. Redfish, élevé par un père absent, coureur et joueur invétéré, inculque les mêmes notions cyniques à son groupe d'amis, mais sans la part d'hédonisme. La femme devient notamment une cible à séduire, puis à manipuler et partager. Le personnage de Luen Luen est fondamental. Figure intermédiaire, observateur plus qu'acteur dans ce monde du crime qu'il n'intègre que grâce à sa maîtrise de tout, en suivant ses acolytes. Il a ainsi un certain recul et des scrupules, notamment par le lien amical puis amoureux qu'il noue avec l'étrangère Marthe. Edward Yang travaille formellement cette notion de dominant-dominé par la gestion de l'espace. Le personnage dominé évolue dans l'espace au gré de la volonté du ou des dominants, à la manière d'Ellison, ballottée dans l'appartement après sa nuit avec Hong Kong. Son amant l'abandonne à ses amis qui l'intimident, avance vers elle
et l'entrave symboliquement dans les recoins refermés de la pièce. Yang use d'ailleurs du motif de l'encadrement de porte pour signifier la cage où se trouvent les dominés. C'est explicite avec Allison et sous-entendu avec Marthe, qui se retrouve prisonnière selon une même composition de plans dans cet encadrement de porte, mais sans le savoir, puisqu'elle voit Redfish et sa bande comme ses bienfaiteurs. Edward Yang évite cependant de se montrer froidement schématique et nous fait progressivement comprendre que cette position ne dépend que de nous, et que l'on peut s'affranchir de ce modèle de société carnassière. Amoureuse et perdue, Marthe semble prête à s'avilir en connaissance de cause, avant que Luen Luen ne lui fasse entendre raison. C'est son amour pour elle qui l'empêche de céder à la froideur de ses acolytes, quand c'est au contraire une passion maladive qui pourrait faire sombrer Marthe. Edward Yang fait d'ailleurs basculer l'usage de ce leitmotiv de l'encadrement de porte à travers leur couple en construction. Le plan revenant lorsque Luen Luen, prisonnier, dans le sens positif du terme cette fois, de son amour pour Marthe, vient lui apporter des vivres dans sa chambre, et qu'un plan fixe le capture dans cet effet portail. Le travail sur la couleur joue aussi sur la teneur des émotions. Le bleu appuie la sincérité et l'amour, Marthe qui revient en arrière rejoindre Luen Luen, les retrouvailles finales, quand le rouge teinte la jungle urbaine ambiante et sa folie, les éclairages criards du bar du début du film, où la crise de folie de Redfish joue les lueurs rouges des éclairages extérieurs de la pièce. Cette idéologie dominant-dominée ne s'applique donc que l'on soit victime ou bourreau, qu'à ceux qui veulent bien y céder. Edward Yang s'affranchit de la simplicité d'une lecture machiste en montrant Hong Kong jusque-là si désinvolte avec la gente féminine, être à son tour le jouet sexuel d'un groupe de femmes, non pas dans une notion de genre, mais de statut social. Elle s'amuse et se joue de lui, sans que Yang use des effets de cadrage précédemment évoqués. Ces artifices ne s'appliquent qu'aux pauvres, qui veulent s'élever et masquer leur manipulation. Là, c'est dans un plan d'ensemble qu'Hong Kong est écrasé, humilié et dominé par un groupe de femmes d'affaires hilars. 小心点，别着。没关系，年纪轻，行了。您那个。La magnifique conclusion romantique réunit donc enfin les deux protagonistes qui auront résisté aux tentations d'un système pour se rapprocher. La dernière scène est un bijou romantique avec toute la noirceur qui a précédé et conclut le film dans un baiser timide, dans un fond au noir sur fond du brouhaha urbain de Taipei. Après les tourments, l'égoïsme et le chaos, vient donc la lumière qui nous prépare à la magie de Yi Yi, réalisée en 2000, où passé et présent de Taipei peuvent enfin harmonieusement cohabiter. Edward Yang parvient ici à une forme de plénitude et d'apaisement qui rend le propos plus universel, dépassant la seule radiographie de Taipei et Taïwan. Si le film s'ouvre sur une scène de mariage, c'est un événement plus tragique qui sera l'élément déclencheur du récit, avec la grand-mère de la famille Jiang qui, suite à une attaque cardiaque, va tomber dans le coma. Alitée, au sein de la demeure familiale, elle renvoie chaque personnage à ses doutes, regrets et interrogations sur la vie. Le pardon de sa grand-mère est donc suspendu à son réveil pour l'adolescente Ting Ting, qui se sent coupable de son état. La mère de famille constate le vide et la répétitivité de son existence dédiée au travail lorsqu'elle décide de raconter ses journées à sa mère pour maintenir le contact. Le père, après avoir croisé son amour de jeunesse le jour du mariage, remet également en cause ses choix de vie, tandis que le benjamin de la famille, Yang Yang, ne sait comment réagir face à la situation et va finalement découvrir la notion de mort. Edward Yang étire la temporalité de son récit pour plonger chaque protagoniste dans des situations, des perspectives qui pourront répondre à leurs doutes. L'intime et le moderne se confrontent de manière passionnante pour Enji, lancé sur une affaire par son entreprise qui sera la source d'une belle expérience humaine, mais également d'un regard en arrière. Il se lie d'amitié avec Ota, un client japonais à la présence lumineuse, qui sait laisser le temps au temps, privilégie la connexion intellectuelle et amicale pour collaborer, ce qui donne lieu à des moments intimistes et chaleureux inattendus.
C'est l'inverse du cynisme de Confucius chez Confucius. Les liens sincères interviennent dans les relations directes et franches, même dans ce monde des affaires, tandis que le mensonge et le calcul reprend ses droits au sein du collectif anonyme et corporatiste. Les retrouvailles touchantes et tourmentées avec l'ancienne fiancée Sherry offrent une réminiscence de Taipei Story, comme si le couple de ces derniers se retrouvait des années plus tard. On le ressent dans l'amour toujours ardent de Sherry, qui a pourtant atteint la réussite matérielle à laquelle elle aspirait, mais qui lui fit perdre Angie. Toutes leurs scènes communes retrouvent le leitmotiv pudique d'Edward Young dans son illustration de la dispute amoureuse. Lorsque la rancœur explose, il filme à distance, comme la scène du parc japonais où elle lui reproche d'être partie sans un mot, et qu'il réplique que la pression sociale qu'elle lui imposait était trop grande. Quand la supplique amoureuse et l'espoir de tout recommencer s'amorcent, Young use à nouveau du motif du cadre dans le cadre et plonge la pièce pour signifier l'éloignement intime et l'impossibilité d'un retour en arrière. 我拜到别人嘅嘴里，你也唔爱赞我，你对我咧相信佢啊！乐观对不对？你少跟我废话了，你哪里懂啊？还在那边乱做梦。如果真跟你想的那样，你哪里会需要那些爱情浪漫故事来骗你自己啊？你走啊！你走啊！你不要管我了！你永远都不要管我了！以后都不要来找我了！ La poésie et le romanesque d'Edward Young voguaient vers une forme de résignation jusqu'à Blatter Summer Day, mais qui s'estompait dans Mahjong. Cela se confirme dans Yi Yi, qui scrute les premiers émois amoureux adolescents comme Blatter Summer Day, et les mêle à un fait divers comme ce dernier, mais une pure idée de récit d'apprentissage pour Ting Ting. On la voit grandir, prendre de l'assurance et devenir femme, qu'importe si la déception est au bout. Le petit Yang Yang est sans doute la figure la plus attachante du film, entre l'espièglerie enfantine et une étonnante lucidité. Sa manie de photographier le dos et la nuque de ses modèles est une métaphore de la perspective que tous les insatisfaits du récit ne peuvent avoir, mais aussi pour lui de toucher du doigt cet inconnu que signifie la mort. L'épilogue est ainsi poignant, avec une scène de rêve délivrant Ting Ting de sa culpabilité, et Yang Yang parlant enfin à sa grand-mère, lui promettant de la retrouver un jour dans ce lieu dont il a appris à mesurer l'existence. Yi Yi est une magnifique tranche de vie. Edward Young montre enfin des personnages qui, certes toujours abîmés et fragiles, sont enfin en paix avec leur environnement, malgré ses contradictions. Pour poser enfin ce regard confiant sur le présent et l'avenir, Edward Young aurait dû revenir aux racines des démons de Taïwan dans le Blatter Summer Day. Il y recule dans le temps, début des années 60, période charnière, à la fois de François Hatim pour le réalisateur, mais aussi dans l'histoire de Taïwan. En 1949, Chiang Kai-shek, premier président de la République de Chine, s'exile à Taïwan, après la prise de pouvoir des communistes menée par Mao Zedong. Une diaspora de Chinois prendra le même chemin dans la famille d'Edward Young, qui naît en 1947 et donc adolescent au moment où il situe ce récit, en partie autobiographique. Le point d'ancrage du récit est un vrai fait divers survenu à cette époque, qui vit un adolescent condamné à mort pour meurtre et qui était un camarade de classe d'Edward Young. L'histoire dépeint ainsi le cheminement qui mène à ce drame, tout en dressant une fresque romanesque, scrutant le contexte sociopolitique du Taïwan de l'époque. Edward Young met en parallèle la pression de cet environnement pour les adolescents et les adultes. Taïwan vit alors sous un régime totalitaire de la terreur blanche, soumettant les lycéens à une discipline rigoureuse et les adultes à une pression constante. Le défilé quotidien de tanks ou la présence d'un militaire gradé au lycée sont les signes les plus visibles, mais toutes les actions des personnages sont déterminées par ce cadre. Les espaces restreints dans lesquels évoluent les protagonistes, le lycée, le foyer, la salle de billard et les rues, témoignent de cet horizon limité, mais l'attitude de chacun diffère pour l'étendre. Le 28 février 1947, un massacre à Taïwan, Taipei, dans le vieux quartier de Tataocheng, une vendeuse de cigarettes est battue sauvagement par les sbires du Taiwan Tobacco Monopoly Bureau et laissée pour morte devant ses deux enfants. L'incident dégénère en protestation dans toute l'île de Formose contre la corruption et la gabegie de la garnison du Kuomintang qui avait pris possession de l'île après 50 années d'annexion par le Japon.
Le gouverneur Chen Yi, affolé devant cette révolte populaire et pacifique, joue la comédie du dialogue et des réformes, mais demande des renforts en cachette à Chiang Kai-shek, alors en train de perdre pied devant les communistes sur le continent chinois. À l'arrivée des troupes du Kuomintang en mars 1947, c'est le carnage avec un massacre systématique qui va durer près de 3 mois de l'élite intellectuelle et culturelle de Formose. Les chiffres restent controversés, avec au moins 10 000 Formosans sur une population de 4 millions de personnes qui périront durant cette courte période. Et sans doute autant pendant la période de la terreur blanche des années suivantes. Sur le continent, le général Chiang perdait la guerre civile contre les communistes. Il va se replier à Taïwan en 1949 avec près de 2 millions de réfugiés et de soldats en déroute. Ce massacre du printemps 47 est encore vivant dans les mémoires. Il a constamment partagé la population de Taïwan en 2 moitiés opposées. Pendant la Terreur blanche, de nombreux prisonniers politiques étaient incarcérés sur l'île verte. Cependant, peu de gens savent qu'il existait des lieux d'incarcération tellement obscurs qu'ils étaient surnommés la prison à l'intérieur de la prison. Des bunkers de ce genre étaient utilisés dans un premier temps par les officiers pour surveiller les prisonniers politiques lorsqu'ils faisaient des travaux agricoles en montagne. Par la suite, les bunkers ont servi de trous pour les prisonniers punis.你还不承认你怕我啊？你这个人真好玩哎！你笑什么？笑你好老实啊！你这种人以后会吃亏的。Edward Yang fait cohabiter par la fluidité de sa mise en scène et de son montage une dizaine de personnages sans perdre le spectateur. Rien n'est surligné et tout se déploie avec ampleur, dans un rythme hypnotique dans ce film fleuve, un vrai film-monde qui nous happe durant ces 4 heures. Edward Yang y fait cohabiter passé vif et douloureux des anciens, les reliques de l'occupation japonaise, que sont les armes traînant dans les greniers, et le futur forcément idéalisé des jeunes, avec l'invasion de la culture anglo-saxonne, dont le rock'n'roll rythme les balles, et dont ce texte de la chanson Are You Lonesome Tonight d'Elvis Presley donne son titre international au film. 吃完月怎么办？ To be true.
你在外面讲，那天在国校里头看到我。我没说是你，我没看清楚。不是你啊！是啦，是我啦。杨导演，哎，暑假的尾受训，你呢？回家啊？走前通知一下，我们拒绝啊，拜拜。À l'aune du regard contemporain, le cinéma d'Edward Young révèle avoir en son cœur un sentiment trouble, la frustration. Dans That Day on the Beach, l'influence de la culture japonaise et de la culture occidentale, à travers le milieu bourgeois qu'il dépeint, conditionne dès son premier long métrage le cinéma de Young à explorer ce trouble. Comme pris entre trois cultures, la confusion des imaginaires et des convictions, qui font la modernité de Taïwan, est l'un des moteurs de son cinéma. L'œuvre se base sur la parole, comme dans un prolongement d'une tradition orale et écrite chinoise. Cette parole devient image, puis matière de souvenir. Elle résonne dans le reste de sa filmographie, où l'on cite des politiciens pour s'en moquer, ou bien des maximes de philosophie confucéenne. C'est une des œuvres qui expose les corps de la jeunesse taïwanaise comme des vecteurs de parole, de pensée, des véhicules d'idées et de passions qui les dépassent. Le jeu de focale, qui rappelle le cinéma européen des années 60, qui captait justement la confrontation des désirs dans les nouveaux milieux urbains d'après-guerre, et l'explosion des désirs qu'accompagnait le boom économique des jeunes baby-boomers. Les personnages de Young sont à la fois ancrés dans leur milieu par la courte focale, dans les plans d'ensemble, mais écrasés dans leurs doutes quand ils sont seuls par la longue focale qui aplatit l'image. Young exprime le spleen, les regrets et la frustration qui habitent les cultures urbaines de la jeunesse taïwanaise, prises entre les projections individuelles et le poids des attentes sociales propres à la culture chinoise Han. Il montre l'angoisse au cœur des relations entre les corps, qu'elles soient intéressées ou sentimentales. Mais surtout le vide consumériste qui s'immisce dans la vie de la jeunesse taïwanaise, comme le revers du boom économique, et va redéfinir en une vingtaine d'années l'ensemble des rapports sociaux, qu'ils soient publics, professionnels ou intimes. Taipei Story continue ce geste à travers les images des chroniques d'un jeune couple. Edward Young tente de rendre compte du spleen et l'angoisse qui traversent la jeunesse de son époque à travers la captation des errances d'un couple, mais aussi de leur environnement. Double of 1984 for Frank White. Got to be a little bit of concern there because Balboni hit the ball very well. He was the previous hitter, and now White gets a fastball up around the belt and hits that one very well. And it just seems to me, Jeff, that Witt hasn't really thrown the curveball as often as he usually does. Maybe the weather does have something to do with it. Here's Don Slott. Il photographie Taipei comme une constante nature morte, ce qui nous fait ressentir que ce qui se joue échappe aux protagonistes, car leur moment est déjà passé. La présence de clichés du photographe Robert Farber témoigne de la volonté de Young d'exprimer la mélancolie et les frustrations de l'époque dans les moindres recoins de la ville, autant que sur le visage de ses acteurs. Le style impressionniste, urbain et érotique du photographe américain est visible dans les cadres d'Edward Young, comme si chaque lumière, chaque ombre, chaque courbe n'existait que pour peindre la vacuité et l'absurdité de l'ensemble dans une mélancolie douce amère. Et plus particulièrement la mélancolie de celle
dont la puissance érotique les condamne à être des victimes de ces tourments urbains, les jeunes femmes. Dans l'héritage des grands romans chinois et des romans occidentaux du XIXe siècle, Yang s'attelle à sa grande œuvre, qui questionnera les structures à l'origine de la société taïwanaise, avec A Brighter Summer Day. Comme pour nous indiquer son ambition, Tolstoï est même discuté au sein de l'œuvre. Yang fait un film fleuve qui dévoile le caractère anxiogène et mortifère d'une époque, celle de la Terreur blanche, période séminale de l'histoire de Taïwan et son cinéma, car c'est justement la fin de la loi martiale qui définit la Terreur blanche, qui a permis l'essor de cette nouvelle vague. Edward Yang donne des images à un moment de l'histoire qui contredit le récit de la grande réussite économique libertaire et émancipatrice de l'île. Plus incisif, il va jusqu'à montrer les tortures et l'atmosphère ultra-violente des années 60, qui a été le terreau fertile à l'implantation des doctrines néolibérales qui ont permis l'émergence de cette classe moyenne, dont il ne peut que constater l'aliénation dès ses premières œuvres. Encore une fois, ce sont les femmes, et plus particulièrement la jeune lycéenne, qui cristallisent l'ensemble des frustrations autour duquel l'œuvre gravite. Sur elle se projette l'ensemble des frustrations des hommes qui la dominent ou veulent la posséder, que ce soit des camarades de classe ou bien le médecin. La jeune femme ne peut échapper à l'emprise rétouffante des hommes, quand celle-ci fait loi à travers le gouvernement militaire. Comme depuis sa première réalisation, avec le drama 11 femmes, le cinéaste sait que poser sa caméra pour observer les femmes évoluer dans l'histoire taïwanaise est déjà subversif. Le microcosme du monde des gangs adolescents de la première partie répond au macrocosme de la société taïwanaise, complètement aliénée par l'omniprésence des structures militaires et la peur du communisme. Petit à petit, l'œuvre nous dévoile comment le jeune Cheng Chen est plongé dans un abysse de désespoir et de frustration qui le mèneront à tuer la jeune fille, ce corps de désir qu'il ne peut posséder. Ce roman d'apprentissage taïwanais se joue dans la répétition des situations, des scènes, des images, comme si les corps étaient coincés et obligés de s'affirmer dans la violence, donc en sortant du cadre. L'influence du cinéma nippon est visible dans cette approche de la virilité, autant comme quelque chose de subi qu'une sorte de présence magnifique. La scène du massacre fait d'ailleurs référence au film de Yakuza et de samouraï, mais surtout au massacre 228, événement fondateur de la politique oppressive qui conditionnera la vie des habitants de Taïwan. Car comme le personnage de Honei le rappelle, les Chinois, tout comme les Japonais qui avaient colonisé l'île avant eux, et dont les traces dans le film sont les armes, ne sont pas les autochtones et ne connaissent même pas la langue des Taïwanais. Celle des populations indigènes qui habitent l'île. Yang, à travers cette œuvre somme, expose la mécanique de domination aux origines des tourments contemporains de la jeunesse et dresse un bien triste constat sur ce qui est réellement Taïwan. Il évoque même les chimères de la culture américaine qui semble émancipatrice pour les jeunes, mais qui est aussi dans cette logique de domination, car durant les événements et célébrations qui rythment l'œuvre, 2 drapeaux soumettent les habitants à leurs injections, celui de Taïwan et celui beaucoup plus discret des Américains. I lost you. He lost all his glitter the day you said no, and his silver turned to blue. Like him I am doubtful that your love is true. Dans Confusion chez Confucius, comédie de mœurs qui parodie des maximes de Confucius pour montrer les tourments de la vie sentimentale moderne des couples et amis d'une entreprise, Yang en profite pour se moquer des attitudes bourgeoises
et de l'hypocrisie générale qui régit la vie des Taïwanais, dans le mirage de la réussite matérielle. Encore une fois, la frustration est au cœur de la dynamique et des situations. Entre les quiproquos et les sentiments inavoués, Yang se manque de tous les grands concepts politico-économiques traditionnels chinois, qui sont insolubles dans le mode de vie libéral capitaliste qu'est Taipei des années 90. Il profite ainsi pour pousser à l'extrême l'américanisation des modes de vie publics, alors que les attentats intimes sont toujours régis par une morale chinoise Han traditionnelle. La mise en scène de Yang exprime cette confrontation des valeurs dans le choix des espaces où se déroulent les longs dialogues que structure le film. Que ce soit dans une voiture, dans un couloir ou sur le trottoir, les corps sont toujours victimes du mouvement, comme des flux économiques qui ont remplacé la discipline militaire. La frustration et la confusion viennent de ce manque de temps dans des espaces qui ne sont consacrés qu'au mouvement. Et comme le dit un des personnages, si tout peut être joué, si on peut imiter les émotions, où est la vérité? Où sont vraiment nos sentiments? C'est cette constante fuite en avant qui désormais plonge les corps dans une éternelle insatisfaction, dans une frustration inévitable. Mahjong et Yi poursuivent cette auscultation des névroses à différents degrés. Dans Mahjong, on suit une bande de loupards. Encore une fois, l'argument économique est au cœur de la querelle amoureuse. Le consumérisme, qui est devenu le moteur de la capitale taïwanaise, corrompt tout. L'amitié comme l'amour. Les personnages souffrent de cette aliénation et n'existent qu'à travers un jeu de domination que la mise en scène développe avec des plans-séquences, où les dialogues et le langage des corps révèlent la souffrance de chacun, jusqu'à la violence ou la crise de nerfs. La présence d'acteurs récurrents dans le cinéma d'Edward Yang, certains depuis le début de sa carrière, d'autres depuis le début des années 90, donne un sentiment de cohérence et surtout renforce la pertinence de ses observations. Ce sont les mêmes corps qui traversent l'histoire de Taïwan par le cinéaste, autant que l'histoire de son cinéma. La révélation de Chang Chen dans le Brother Summer Day et son évolution comme un sexe-symbole damné dans le Mahjong témoignent bien de la conscience qu'a Edward Yang de la puissance de ces images dans le réel. Puis comme dans l'utilisation des drapeaux américains de Butter Summer Day, les Occidentaux aussi sont dévoilés comme des gens qui viennent implanter la doctrine libérale et capitaliste à Taïwan, d'une manière moins évidente que la jeunesse locale. Le personnage de l'anglais dans Mahjong révèle même que le colonialisme et l'impérialisme, qui ont marqué l'histoire chinoise, vont se rejouer au niveau économique, et qu'il n'est là que pour en profiter dans une sorte de monologue sur lesquels défilent les images de la ville. Edward Yang jette un regard très incisif sur cette nouvelle génération, qui a compris les règles du jeu social et s'y adonne jusqu'à se perdre dans la violence qui en est à l'origine. La présence du personnage de Virginie Ledoyen, littéralement un corps étranger, permet justement de rendre évidente la dynamique entre les personnages explicites et de capter ce qui se joue réellement dans ce nouveau paradis du capital qu'est Taipei. Il s'agit d'exploitation, de suicide et de gang. L'amour devient dès lors une transgression à l'ordre économique et social. 你讲对了，今天谁都别想闪，全部待会跟我去找我老婆，我要看看她好不好意思，怎么搞得连你跟马特拉这些清白无辜的都要跟着她一起死，懂吗？妈逼，就算你帮我一个忙好不好？事情办完，也不要说是你啦，想闪的随便你们啦。我没有强迫你们来，我更不会强迫你们留着不走。我告诉你。 Et c'est de ça dont il est question dans Yi, des traces de l'amour, comme d'une authenticité, d'une vérité qui dans les œuvres précédentes semblait avoir disparu. En recadrant son œuvre sur la vie émotionnelle d'une famille dans l'étage d'un immeuble,
Edward Young tente de montrer qu'il se joue quand même des choses vraies dans ce festival d'apparence, et ce mouvement économique sans fin. Ces choses que sont le regret, la mélancolie, la tristesse et l'amour se vivent de manière si éphémère que l'on doute qu'elles existent vraiment. À travers des jeux de parallèles entre les générations, avec le montage, le cinéaste nous emporte doucement dans les tourbillons sourds du quotidien. Entre l'union et la mort, le film commence par une scène de mariage et se termine par un enterrement. Ces moments, qui semblent anodins, mais qui mis bout à bout font une histoire, quelquefois une histoire d'amour, souvent une histoire de séparation, dressent le tableau de 3 générations qui semblent rejouer les mêmes situations. Nous assistons à tous ces phénomènes comme le jeune Yang Yang, avec notre regard distant, celui d'un enfant qui se demande « Est-ce que tout ceci est bien réel ? Est-ce que l'on vit ses émotions ou l'on subit son désir ?» Edward Young n'apporte pas de réponse aux interrogations poétiques que nous évoque l'œuvre de manière succincte. La seule chose sûre est que son cinéma nous aura donné à vivre 3 fois plus longtemps, à travers des captations qui semblent parfois bien plus vraies que le réel, car elles nous donnent à voir ce que l'on ne pourrait percevoir autrement. My love, see, love with not a face and lives true. Anlamıyorum. Io non posso decidere, perché non sono una donna sola. Per quanto, a volte, è come separata. No, non da mio marito.